Merci beaucoup Michel, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous entretenir ce soir d'observation de l'océan côtier avec un focus sur la région Bretagne et sur les activités que l'on développe à la station biologique de Roscoff, et puis sur les techniques d'observation et l'évolution des techniques d'observation au cours du temps pour observer cet océan côtier. Et puis je voudrais juste faire une petite aparté par rapport à Henri de la Casse-du-Thier, qui est notre fondateur, qui a créé la station biologique de Roscoff en 1872 et puis celle de Banyuls 10 ans plus tard en 1882. La Casse-du-Thier va créer des stations marines pour que l'on puisse justement observer l'environnement et surtout observer la biodiversité marine, observer les organismes dans leur milieu naturel et sur des organismes vivants et non pas à Paris, à la Sorbonne ou au Muséum national d'histoire naturelle, dans des collections formelées ou alcoolisées d'organismes et de dépouilles. Donc l'idée est vraiment, dès l'origine des stations marines, de faire de l'observation. Mais là n'est pas mon propos, et donc je vous propose plutôt de parler d'observation des zones côtières, et avant de me focaliser sur l'observation des zones côtières, peut-être quelques généralités sur l'océan et les pressions auxquelles il est exposé aujourd'hui. Donc l'océan, c'est un acteur majeur du système Terre qui va jouer un rôle clé dans la régulation climatique. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais aujourd'hui, l'excédent de chaleur au niveau de la Terre dû au réchauffement climatique et dû à l'effet de serre est capté à 90% par l'océan. Donc sans océan, on aurait une atmosphère bien plus chaude que ce qu'elle n'est aujourd'hui. L'océan fournit de la nourriture pour bon nombre de populations. Si vous regardez les chiffres de la FAO, en Europe, c'est un peu plus de 20 kilos de produits issus des milieux aquatiques consommés par individu par an. Et puis, pour certaines populations côtières, les produits d'origine marine jouent un rôle essentiel dans leur alimentation. Les zones côtières abritent évidemment bon nombre d'activités anthropiques, qu'il s'agisse des infrastructures portuaires, des activités récréatives, mais malgré ce rôle clé de l'océan, malgré l'importance pour nos sociétés du milieu océanique, eh bien, c'est un environnement qui est exposé à des changements majeurs et rapides, et ces changements ont des impacts très significatifs sur les écosystèmes, sur la biodiversité et en corollaire sur nos activités. Alors je vous propose d'aborder la notion de changement d'abord, et puis de me focaliser sur différentes dimensions du changement climatique. Et vous avez une représentation ici de l'évolution des anomalies de température. Donc les anomalies, ce sont les écarts par rapport à une moyenne. Et là, la moyenne est calculée sur une période de référence 1971-2000. Et vous voyez sur cette carte, sur ce graphe, depuis 1880, que pendant pratiquement la totalité du XXe siècle, eh bien, on a des anomalies négatives, ce qui veut dire que les températures de l'océan en surface sont en moyenne inférieures à la période 71-2000. Et puis, depuis le début des années 80, eh bien, on voit que les anomalies deviennent positives et ne font que croître, en rendant compte donc du réchauffement des eaux de surface. Alors, une autre manière de représenter ceci, c'est de regarder les anomalies de température, non pas moyennées à l'échelle de l'océan mondial, mais en nous focalisant que sur une zone en rouge, là, qui est la partie orientale de l'Atlantique. Et chaque courbe vous montre les anomalies de température pour les différentes années, aux différents mois de l'année. Et puis, vous avez un code couleur qui correspond aux différentes décennies. Donc, en bleu, les années 70-80, et puis quand on va vers les orange et le rouge, eh bien, on va vers les années 2000, 2010, 2020, et puis on voit que les anomalies étaient d'abord négatives, et puis maintenant sont positives, ce qui traduit de nouveau le réchauffement. Et puis si vous regardez l'année 2023, vous voyez quand même que 2023 est très au-dessus de la normale, et donc correspond à une année tout à fait particulière. Et donc, ça m'amène à vous parler d'une autre dimension liée au changement climatique et à l'élévation des températures, c'est l'existence de plus en plus fréquente de ce que l'on appelle les vagues de chaleur marine, et je redéfinirai un petit peu plus tard ce qu'est une vague de chaleur marine, mais une vague de chaleur marine va se traduire par des écarts à la moyenne qui sont bien supérieurs à ce que l'on attend normalement, et j'ai choisi deux représentations. Donc l'année 2023, juin 2023, j'ai déjà parlé de 2023 sur
le graphique précédent, et vous voyez donc les anomalies de température dans l'Atlantique, et vous voyez que dans le golfe de Gascogne ou à l'ouest de l'Irlande, eh bien, on a des températures qui vont être 3, 4, 5 degrés au-dessus des valeurs moyennes observées pendant la période 1991-2020. Donc des excès vraiment importants. Et puis, plus proche de nous, le mois d'août dernier, août 2024, alors c'est sûr, ici, au large du Trégor, on n'a pas connu de vagues de chaleur marine, mais il s'avère que, comme le disait Michel, moi je suis directeur d'un OSU qui fédère 3 stations marines, dont 2 en Méditerranée, et vous avez ici une carte qui vous représente les anomalies de température de surface de la mer le 12 août, et au large de Nice, eh bien, la température a dépassé 29,5 degrés Celsius pendant plusieurs jours au mois d'août, et puis à l'est de la Corse, c'était plus de 31 degrés Celsius. Donc vraiment des événements extrêmes qui se répètent. Alors la température est une dimension spectaculaire du changement, mais il y a d'autres dimensions que vous connaissez peut-être moins bien du changement climatique, et un de ces changements, c'est ce qu'on appelle l'acidification des océans, même si le pH de l'océan ne vient pas acide, il reste supérieur à 7, mais en raison de l'augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère, c'est ce qui vous est représenté sur la courbe rouge, où on est passé au début des années 80 à 325 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. On a dépassé 400 au début des années 2020. Bien, en parallèle à cette augmentation du CO2 dans l'atmosphère, on a une augmentation du CO2 dans l'eau de mer, et cette augmentation du CO2 dans l'eau de mer va modifier la chimie des carbonates, va induire une diminution de la concentration des ions carbonates et va induire une diminution du pH de l'eau de mer de 8,10 à un peu moins à 8 à peu près aujourd'hui. Alors, vous me direz, c'est pas encore très important. Je vous le concède, il faut juste garder à l'esprit, pour ceux qui aiment les mathématiques, que le pH est mesuré selon une échelle logarithmique, et donc qu'un écart même infime, ça correspond quand même à des changements assez conséquents. Et puis, eh bien, l'acidification va poser des problèmes à tout un tas d'organismes qui ont un squelette calcaire, que ce soit des algues ou que ce soit des invertébrés, et qui auront donc du mal à se développer. Une autre dimension importante du changement climatique, eh bien, ça va être l'élévation du niveau de la mer, et ce graphe vous montre, à partir d'observations satellites, l'évolution du niveau de la mer depuis le début des années 90 jusqu'aux années 2018, et vous voyez que on a une augmentation du niveau de la mer qui excède 8 cm en quelques dizaines d'années, et cette élévation du niveau de la mer, il résulte de 2 choses. Il résulte évidemment de la fonte des glaciers, que ce soit au niveau des zones polaires ou que ce soit au niveau des glaciers en zone montagneuse, mais il résulte également de l'expansion thermique de l'océan, puisque si vous avez fait un peu de physique dans votre existence, vous savez qu'un corps qui se réchauffe va se dilater, et donc à partir de là, un océan qui se réchauffe va occuper un volume plus important. Alors, donc on a un océan qui est déjà soumis au changement climatique, et si vous vous penchez sur le rapport de ce qu'on appelle en français le GIEC, et donc en anglais IPCC, donc qui est le groupe d'experts internationaux sur le climat, eh bien, on observe que pour des variables physiques, pour les écosystèmes ou pour les services que les écosystèmes rendent aux sociétés humaines, eh bien, on a des changements significatifs d'observer. Donc, vous avez en haut les variables physiques, température, oxygène, pH, couverture en glace, niveau de la mer. Vous avez différentes régions de l'océan mondial. En jaune, cela signifie une augmentation. En vert, cela signifie une diminution. Et puis, le nombre de ronds, 1, 2 ou 3, nous renseigne sur le niveau de confiance que l'on peut accorder à ces changements. Et donc, on voit bien que pour la température, eh bien, on a une hausse des températures à peu près partout dans l'océan mondial, avec un bon niveau de confiance. Concernant le pH, eh bien, on a une baisse du pH qui est très très bien documentée. Concernant l'oxygène, on a une désoxygénation de l'océan, mais c'est nettement moins bien documenté, donc le niveau de confiance est plus faible. Et puis, eh bien, quand vous passez maintenant aux écosystèmes,
ou au service, eh bien vous voyez que les effets de ce changement sont le plus souvent négatifs, avec néanmoins des niveaux de confiance qui vont être variables. Le fait que ces niveaux de confiance sont variables nécessite qu'on a besoin de mieux comprendre à la fois l'évolution actuelle des systèmes et l'évolution future, et comment les changements physiques, qui eux sont relativement bien documentés, se répercutent sur le fonctionnement des écosystèmes. Alors, quel océan pour demain? L'océan pour demain, il va dépendre très clairement de l'évolution de nos activités, de l'aptitude qu'auront nos sociétés à se décarboner. Et donc, à partir de là, les experts qui travaillent sur l'évolution du climat vont établir différents scénarios d'émissions des gaz à effet de serre, selon que l'on est dans un scénario pessimiste que on appelle dans le jargon commun un business as usual, c'est-à-dire on continue nos activités comme elles le sont aujourd'hui sans rien changer. C'est le scénario le plus pessimiste. Et puis un scénario optimiste où on respecte les accords de Paris et on décarbone très significativement nos activités. Et donc, selon ces scénarios, eh bien, vous voyez que à l'horizon 2100, on sera, par rapport à la période du début du XXe siècle, à une augmentation de l'ordre de 1,5-2 degrés Celsius. C'est la cible des accords de Paris. Sachant qu'aujourd'hui, on est déjà 1,1 degré au-dessus de ce que c'était au début du XXe siècle. Et puis, dans un scénario pessimiste, on dépasse 4 ou 5 degrés Celsius. Et puis, à côté de ce réchauffement, vous avez d'autres cartes qui vous montrent que si on a une augmentation de la température de l'air, de la température de l'eau, eh bien, on a aussi une augmentation du nombre de jours où on a des vagues de chaleur. On a une diminution du pH de l'océan qui se poursuit. On a une désoxygénation de l'océan, on a une réduction de la couverture de la glace de mer dans l'Arctique, et on a une réduction de la couverture en neige de l'Arctique. Donc on a des modifications assez sensibles de notre environnement, avec, vous voyez, à la fois des réponses différentes selon les scénarios, et puis pour les différents scénarios, une incertitude qui est matérialisée par le fait que autour du trait, vous avez un intervalle de confiance. Alors, et puis, eh bien, ce changement, on pourrait se dire, bon, voilà, après tout, l'eau ici, elle est à 18 l'été, et si on a une eau à plus 2, plus 3 degrés, plus 20, qu'on arrive à 20, 21, on ne sera pas particulièrement malheureux. C'est un raccourci assez malheureux à faire, parce que, très clairement, le réchauffement va avoir des impacts importants sur les différents écosystèmes, dont certains nous rendent des services très précieux, et que tous ces écosystèmes ne vont pas présenter la même sensibilité, la même fragilité au changement climatique. Et c'est ce qui vous est représenté sur ce graphique. Alors je suis désolé sur le fait que ce soit en anglais, mais vous avez représenté donc différents habitats, donc les coraux d'eau chaude à gauche, les kelp forests, ce sont les champs de laminaires, ensuite les seagrass meadows, ce sont les herbiers. Ensuite, vous avez épipélagique, donc ça c'est la colonne d'eau. Rocky Shores, ce sont les estrans rocheux. Salt marshes, ce sont les marais salants. Cold water corals, ce sont les coraux d'eau froide. Ensuite, vous avez les estuaires, les plages, les mangroves et les plaines abyssales. Donc différents environnements. Et puis, vous avez l'impact que va avoir le changement global. En blanc, c'est indétectable. En jaune, c'est un impact modéré. En orange, rouge, c'est fort, et en violet, c'est très fort, avec un risque de changement irréversible. Et quand vous regardez les habitats, si vous prenez en compte les plages sableuses, vous voyez qu'on a augmenté aujourd'hui d'à peu près 1 degré Celsius. Donc dans les plages sableuses, on reste dans le blanc. Donc globalement, le réchauffement n'a pas une incidence dramatique sur ces plages sableuses, et on commencera à voir un impact significatif et modéré sur ces plages lorsque l'on va atteindre 1,5, 2,5 degrés de plus que le début du XXe siècle. Mais si on prend un autre habitat tout à fait remarquable de nos régions, qui sont les champs de laminaires, qui sont ces grandes forêts d'algues brunes, eh bien, on constate que dès à présent, avec un réchauffement de 1, 1,2, 1,3 degrés, eh bien, on a des impacts modérés, et que si on dépasse un réchauffement de 2 degrés,
ce qui n'est pas énorme, eh bien, on va avoir des impacts extrêmement forts. Et il y a plusieurs simulations qui prédisent une potentielle disparition des champs de laminaires à la fin de ce siècle, si on est sur un scénario médian, voire pessimiste, du changement climatique. Alors, je vous ai beaucoup entretenu de changement climatique, mais il ne faudrait pas réduire les pressions anthropiques sur les océans aux seuls effets du changement climatique, et d'autres paramètres, d'autres facteurs vont également influencer cette dynamique. Et en fait, les océans sont soumis, comme les écosystèmes terrestres, comme les écosystèmes d'eau douce, à 5 pressions majeures, qui sont le changement d'utilisation des sols et la destruction directe des habitats, la surexploitation des ressources marines, les pollutions de nature diverses et variées, le changement climatique et l'introduction d'espèces non indigènes. Ce sont les 5 vecteurs majeurs de changement de la biodiversité. Et ces 5 facteurs de changement majeurs sont, eux, influencés par ce que l'on appelle des facteurs indirects de changement. Et ces facteurs indirects de changement, eh bien, ils vont correspondre au contexte démographique et socioculturel. Ils vont dépendre des contraintes économiques et technologiques, des institutions et de la gouvernance, de la mise en place de mesures de gestion par exemple, et de l'existence ou non de conflits ou d'épidémies qui sont à même de moduler nos activités. Alors dans ce contexte, certains auteurs se sont essayés à évaluer l'impact cumulé des différentes pressions humaines sur les écosystèmes marins. Et c'est ce qui vous est formulé sur cette carte, où vous avez un code couleur qui va du bleu pour des zones très peu impactées par les différentes activités humaines, jusqu'à des zones rouges extrêmement impactées par différentes activités humaines. Et vous voyez que l'impact des activités humaines est réparti de manière très hétérogène à la surface du globe, avec des zones peu impactées et des zones fortement impactées. Et les zones fortement impactées se trouvent préférentiellement dans les zones côtières. Et si on fait un zoom sur une région que vous devez reconnaître, hein, qui est l'Europe occidentale, avec l'Agnon qui doit être quelque part ici, eh bien, vous voyez qu'on est dans une zone où le rouge prédomine très largement, donc on est dans un environnement qui est fortement impacté par les différentes activités anthropiques. Alors, ce contexte général, il rend d'autant plus essentiel l'observation de l'océan, et on va être amenés, nous autres scientifiques, à observer l'océan pour différentes raisons. La première de ces raisons, c'est définir l'état de normalité de l'océan côtier, de définir l'état de normalité des écosystèmes marins. Qu'est-ce qu'un écosystème non perturbé? La deuxième chose, c'est mieux comprendre la réponse des écosystèmes aux différents forçages, que ces forçages soient naturels ou que ces forçages soient d'origine humaine. Et puis ces forçages, ils vont exister à différentes échelles. Le changement climatique, il se produit à l'échelle globale, et puis à l'échelle d'une baie, eh bien, vous pouvez avoir des pressions qui, elles, sont totalement inféodées à un environnement particulier. Donc il faut arriver à démêler l'impact de différentes activités qui se produisent à différentes échelles. Donc il est important qu'on puisse comprendre les impacts de ces activités humaines à différentes échelles. Ensuite, la communauté scientifique s'attache à développer des modèles qui aideraient à prédire ce que sera l'océan de demain, ce que seront les écosystèmes de demain. Et pour développer des modèles prédictifs, eh bien, il faut s'assurer de la pertinence, de la validité de ces modèles, et rien de mieux que des données observées dans le milieu naturel pour s'assurer que les modèles rendent compte correctement de la dynamique passée et donc peuvent éventuellement être des modèles prédictifs. Au-delà de cela, les données d'observation doivent nous aider à mieux anticiper les changements futurs et donc à être en mesure d'atténuer les effets négatifs du changement ou de s'adapter aux effets du changement. Et puis, de manière peut-être un peu plus opérationnelle, eh bien, les observations nous aident à évaluer et à prédire l'état de santé des écosystèmes au regard des différentes directives européennes qui nous amènent à observer l'océan pour établir l'état de santé des écosystèmes. Alors, comme je l'évoquais en préambule, hein, observer l'océan,
c'est une activité qui est à l'origine des stations marines. Les stations marines ont été mises en place pour observer les écosystèmes marins, pour observer la biodiversité marine. Et j'en veux pour preuve des archives retrouvées au laboratoire de Banyuls-sur-Mer, où on constate que depuis 1900, c'est-à-dire moins de 20 ans après la création du labo, eh bien, on a des observations de l'océan. Donc sur cette page, qui date du 24 octobre 1900, il y a la hauteur barométrique, la direction du vent, la force du vent, la nébulosité, la pluie tombée, la température de l'air, l'hauteur de la mer, l'agitation de l'eau, et il y a la température de l'eau. Donc le matin 17,2 degrés et le soir 18,0 degrés le 24 octobre 1900. Et si vous fréquentez le laboratoire Arago à Banyuls-sur-Mer, eh bien vous avez des ouvrages qui couvrent toute la période de 1900 aux dernières années. Donc il y a la possibilité de reconstruire la dynamique. Alors évidemment, depuis on a progressé, on a avancé. Si je reviens à Roscoff, qui est plus proche de vous, eh bien, on suit la température et la salinité au large de Roscoff depuis 1952, et puis on suit les communautés vivantes, pour les plus anciennes, donc les communautés benthiques, c'est-à-dire ce qui vit en relation étroite avec le fond, depuis 1977. Et je reviendrai sur ces données, parce que c'est l'une des plus longues séries en Europe, et puis elle nous a permis d'évaluer l'impact de la Mococadis, qui est quand même un élément majeur de l'histoire de la côte nord-bretonne. Alors, ce qu'il est important de noter également, c'est que, au cours du temps, la manière d'observer l'océan a fortement évolué et que l'on va de plus en plus vers des approches automatisées de l'observation de l'océan et par le développement de techniques innovantes d'observation, en particulier pour la biodiversité marine. Et donc aujourd'hui, observer l'océan, ça veut dire mettre en œuvre une multitude de plateformes. On va utiliser des navires, bien entendu, on va utiliser des satellites qui vont nous renseigner sur la couleur de l'eau et sur les propriétés des eaux de surface. On va utiliser des campagnes aéroportées. On va pouvoir utiliser des bouées ou des balises. Ici, vous avez donc une balise au large de Roscoff, qui est une balise des phares et balises, tout ce qui est plus conventionnel, mais sur lequel on a installé différents capteurs océanographiques et météorologiques qui nous donnent des mesures toutes les 30 minutes. On peut utiliser des flotteurs Argo, donc ça c'est pas utilisé en Manche, c'est pas utilisé en zone côtière, c'est développé par des collègues à Brest et à Villefranche, et il faut imaginer un flotteur qui fait le yo-yo entre 0 et 2000 mètres, donc qui vient en surface, descend à 2000 mètres, reste à 2000 mètres pendant 15 jours, puis remonte en surface, et puis quand il remonte en surface, il transmet les informations par satellite, et il a mesuré la température, la salinité, au minimum, et puis potentiellement d'autres variables. On peut utiliser des planeurs sous-marins, ce qu'on appelle en anglais des gliders, qui vont naviguer en autonomie, et on en a un déployé par exemple entre Nice et Calvi, et qui mesure température et salinité dans la couche 0,50 mètres pendant plusieurs traversées. Et puis on peut utiliser des mammifères marins à qui on met des capteurs sur la tête et qui vont pouvoir nous renseigner sur l'évolution des propriétés de l'océan. Et voilà, je vois des têtes bouger. Normalement, ça n'a pas d'impact très négatif sur les organismes, mais ça permet de mesurer des variables dans des endroits où il est extrêmement difficile d'aller avec des moyens nautiques, en particulier en période hivernale. Donc, beaucoup de plateformes, beaucoup de méthodes, un développement de plus en plus prégnant de l'automatisation. On mesure à peu près tout maintenant, la physique, la chimie, la biogéochimie, la biologie. On fait cela à différentes échelles. Et puis, on essaye d'avoir maintenant une vision la plus intégrée possible, ce qu'on appelle une approche écosystémique, c'est-à-dire sortir de notre zone de confort où le physicien regarde la physique, le chimiste regarde la chimie, le benthologue regarde le benthos, celui qui aime le phytoplancton, il regarde le phytoplancton, mais il regarde surtout pas le zooplancton, parce que là... Donc voilà, l'idée maintenant, c'est quand même d'avoir une vision qui soit la plus intégrée possible. Et puis, pour cela, on est organisé dans des infrastructures nationales et européennes, et peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors maintenant, après cette longue partie un peu générale, je vais revenir à ce que l'on fait
plutôt à Roscoff et puis m'appuyer sur ce que l'on fait plutôt en Bretagne pour illustrer à quoi sert l'observation. Donc premièrement, eh bien, l'observation, ça va nous permettre d'établir une climatologie, d'établir un état de référence. Et donc, je vous disais que l'on suit depuis 1952 température et salinité à Roscoff, mais on suit depuis les années 90 beaucoup plus de variables en deux stations hein, qui sont situées l'une juste au bout de l'estacade de Roscoff, hein, si vous connaissez Roscoff, donc c'est la jetée qui permet d'embarquer sur le navire pour l'île de Bas. Et puis on a un point plus large, donc situé au large, et c'est les données de ce point au large là que l'on suit tous les 15 jours qui vous sont représentés ici. Et vous voyez donc représenté sur plusieurs années, sur une dizaine d'années à peu près, l'évolution des températures en fonction de la saison, des salinités, de la concentration en oxygène, en phosphate, en nitrate. Et donc on arrive comme cela à décrire les patterns saisonniers. Et puis surtout, eh bien, on a un état de référence, c'est-à-dire que on pourra comparer les données acquises sur la période 1995-2005 et puis comparer avec 2005-2015 et donc voir si on a des changements dans les cycles saisonniers. On peut aussi, avec ce type de données, mettre en évidence une variation décennale, c'est-à-dire des variations qui arrivent beaucoup moins fréquemment. Et là, vous avez représenté sur 10 ans, de 2000 à 2010, l'évolution des salinités au large de Roscoff. Alors si je reviens ici sur les salinités, vous voyez bien que la salinité, elle est minimale au mois 3 et 4, hein, donc mars-avril, et puis elle est maximale au mois 9, 10, 11, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre. Si je reviens ici, vous avez là différentes couleurs qui correspondent à différentes années, et puis vous retrouvez bien un minima au mois d'avril-mai, et puis un maximum à l'automne, et puis vous avez une année particulière qui est 2001, qui sort du pattern général. Eh bien, 2001, c'est dû à une crue exceptionnelle de la Loire, et en fait, la plume des eaux dessalées de la Loire, en physique, hein, va être déviée sur la droite dans l'hémisphère nord, et donc va remonter le long des côtes sud-Bretagne, et puis en mer d'Iroise, en fonction des conditions de vent et de marée, va pouvoir rentrer en Manche, et on est capable de détecter des dessalures un peu exceptionnelles. Alors, la salinité est 34,2, hein, c'est pas de l'eau douce hein, que l'on a devant Roscoff, mais on a une signature Loire qu'il est possible de détecter. Donc je trouve ça assez intéressant de voir des événements un peu extrêmes. Donc je vous parlais d'établir une climatologie. On peut aussi évidemment établir des tendances sur le long terme. Alors je vous ai parlé d'anomalies de température tout à l'heure, mais à l'échelle de l'océan mondial ou à l'échelle de tout l'Atlantique Est, peut-être que vous êtes davantage intéressé par les anomalies de température ici. Alors ici j'ai pas, dans le Trégor j'ai pas, parce qu'il n'y a pas de station marine le long des côtes trégoroises, mais je les ai au large de Roscoff. Et donc ces anomalies de température, hein, vous voyez bien que lorsque l'anomalie est négative, ça veut dire que la température est en dessous de la moyenne de la série, et puis quand elle est positive, eh bien la température est au-dessus de la moyenne de la série, et vous voyez bien qu'on a des anomalies en général négatives pendant la première partie de la série, et plus récemment des anomalies positives. Donc de nouveau, on retrouve bien ce signal lié au réchauffement et au changement climatique. Point important et intéressant à noter, là, c'est que malgré tout, dans la période froide, de temps en temps, vous avez des anomalies positives. Okay, donc il ne faut pas imaginer que le changement, c'est un long fleuve tranquille et que tous les ans, chaque année, on aura une année qui sera un petit peu plus chaude que l'année précédente et ainsi de suite. Non, ça peut arriver que malgré le signal moyen à long terme qui est bien celui du réchauffement, eh bien, on a un mois ou 2 mois ou une année qui sont un petit peu plus froides et qui donnent le sentiment que ça change pas, mais c'est pas parce que une année il va faire froid que d'un seul coup il n'y a plus de changement climatique et que le signal à long terme a été remis en cause. Et ça, c'est tout le distinguo qu'il faut faire entre climat et météorologie. Alors, dégager des tendances, ça veut dire quand même des observations sur du très long terme. C'est-à-dire que moi je considère qu'en dessous de 10 ans, vous ne pouvez pas dégager de tendance, et l'idéal c'est quand même d'avoir au minimum 20 ou 30 ans de données. Donc ça veut dire un effort soutenu et à long terme pour pouvoir dégager des tendances. Et là, vous avez par exemple des résultats obtenus en baie de Morlaix et en rade de Brest sur 3 variables hein, qui sont la température, les nitrates et le pH. Et vous voyez que vous avez des traits
bleu et jaune. Hein. Bleu, je crois que c'est pour Roscoff et jaune pour la rade de Brest, mais là n'est pas l'importance du message. Et vous voyez qu'on arrive à détecter, à partir d'un suivi d'une dizaine d'années, une légère augmentation des températures en haut, une légère baisse des nitrates en bas et une légère baisse des pH en bas également. Et il y a des travaux antérieurs menés par des collègues brestois sur des périodes un peu différentes et un peu plus courtes qui ne montraient pas ces signaux-là. Donc il y a vraiment la nécessité de s'inscrire sur du temps long si on veut proprement décrire les choses et décrire les tendances. Un autre aspect important de l'observation, c'est de détecter des événements extrêmes. Tout à l'heure, je vous ai présenté l'évolution saisonnière des températures, des salinités à Roscoff, et je vous ai dit, on va sur la station tous les 15 jours. Et donc tous les 15 jours, on mesure température, salinité, chlorophylle, oxygène, etc. Mais il peut s'en passer des choses tous les 15 jours. Et si je fais un parallèle avec nous humains, un jour, on peut avoir 37 degrés en température, 15 jours après, 37 degrés, puis entre les deux, avoir fait une bonne grippe et être monté à 40. Mais si je mesure ma température tous les 15 jours, je vais rater l'événement court qui s'est produit entre ces deux intervalles. Là, ce parallèle, on peut l'appliquer à l'océan, et ce qui vous est montré sur le graphe du milieu, c'est donc les températures en orange mesurées tous les 15 jours, et les températures en bleu mesurées grâce à une bouée qui fait de la mesure haute fréquence. Et on voit que, eh bien, il y a des fois où le bleu est au-dessus du orange, et bien, on peut détecter des événements qui vont être courts et qui vont se passer entre ces deux périodes. Et c'est ce qui vous est aussi représenté donc sur le graphe sur la partie droite. Donc ça, ce sont des données qui ont été acquises à Banyuls. Vous avez représenté en haut l'évolution de la pression atmosphérique et l'évolution de la vitesse du vent. Et vous voyez qu'entre le 4 et 5 mai, eh bien, le vent a dépassé 60 nœuds. Hein. Donc pour ceux qui font de la voile, 60 nœuds, ça commence à causer. Eh bien, ça a duré une journée ou deux. Donc un événement très, très ponctuel. Eh bien, quand on regarde les données sur la bouée, on voit qu'on a une chute de la salinité en bleu, puis on voit qu'on a une augmentation de la turbidité en orange. Et ça se passe sur une seule journée. Donc finalement, l'océan va répondre extrêmement rapidement à un événement météorologique, mais si on fait des observations tous les 15 jours, ben ça, on va le rater. Et parfois, ces événements extrêmes peuvent avoir un impact sur le fonctionnement de l'écosystème qui est tout à fait remarquable. Et puis, ben, vous avez connu l'épisode Covid, qui fait que nous, on a fermé les labos, hein, et on a arrêté de faire les sorties bateaux pendant 2 mois. Eh bien, quand on a des bouées multi-instrumentées, elles les mesurent sans nous. Et donc, ben, vous avez représenté ici les résultats à Banyuls. Ben, vous voyez que de la mi-mars jusqu'à la mi-mai, ben, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu d'observation in situ. Puis en revanche, le système automatisé, lui, a continué à mesurer. Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut plus faire de campagne en mer, mais l'automatisation permet néanmoins de pouvoir pallier à ce genre de difficultés. Et puis, on peut détecter des vagues de chaleur. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des vagues de chaleur. En fait, une vague de chaleur, c'est défini. Hein. Donc, en bleu, vous avez la climatologie, c'est-à-dire le signal moyen, dont je vous ai déjà parlé. En noir, vous avez les observations réelles sur une année donnée. En vert, vous avez le seuil que l'on fixe, au-delà duquel on considère qu'on a des températures anormales qui sortent de la gamme naturelle de variation. Et puis, eh bien, une vague de chaleur, elle existe lorsqu'on a plus de 5 jours des températures qui sont au-delà du seuil. En dessous de 5 jours, on considère qu'il n'y a pas de vague de chaleur. Et ces vagues de chaleur, en 2022, on a essayé de les observer à Roscoff. Ce 2022, c'était déjà une première année avec des événements de vagues de chaleur. Donc là, vous avez les données basse fréquence, donc les données mesurées tous les 15 jours. Donc en gris, vous avez la climatologie, hein, le signal moyen, où on a moyenné toutes les observations faites pendant plusieurs années. Puis en rouge, vous avez les observations faites à Roscoff. Puis si, peut-être qu'au mois de mai, au mois de juin, on a parfois des températures qui sont un petit peu différentes du signal moyen ou qui sont proches de la limite haute. Mais on n'a pas vraiment de signal fort. Et puis cela, comme on est organisé en réseau, que l'on fait les mêmes mesures à Roscoff, mais également
à Wimereux dans le nord de la France, à Luc-sur-Mer en baie de Seine, à La Rochelle, à Arcachon, à Banyuls, etc., ben, on peut faire le même exercice dans différentes stations. Et puis ben, là, on constate que si nous, à Roscoff, il ne s'est pas passé grand-chose, à La Rochelle, il ne s'est pas passé grand-chose non plus, à Arcachon non plus, mais en revanche, pour les sites méditerranéens ou pour les sites dans le détroit du Pas-de-Calais, eh bien là, on a très nettement un signal important. Donc il y a aussi cette importance dans l'observation de ne pas travailler qu'à l'échelle d'un site, mais de travailler en réseau pour intégrer le fait que d'un site à un autre, on peut avoir des signaux différents. Alors, maintenant, je vais passer au vivant, parce que je suis quand même un océanographe biologiste. Et donc, à la station, on suit deux grands types d'organismes. Les organismes benthiques, donc ce qui vit en relation avec le fond, et les communautés phytoplanctoniques, donc les organismes unicellulaires qui vivent dans la colonne d'eau. Et je voudrais vous parler plutôt de benthos, parce que voilà, on a l'une des plus longues séries en Europe, hein, depuis 1977. On échantillonne, selon le même protocole, une communauté de sable située en plein milieu de la baie. Et vous avez représenté, là, sur ce graphe, l'évolution des abondances de 1977 à 2016. Donc vous voyez qu'en 1976, on a un joli cycle saisonnier avec des effectifs minimums en hiver, en 77, pardon, des effectifs minimums en hiver, des abondances maximales printemps-été, 45 000 individus par mètre carré, et puis un déclin pendant la période hivernale. Puis en 78, la Mococadis, 223 000 tonnes d'hydrocarbures libérés en mer en quelques semaines. Et puis, eh bien, les abondances vont rester incroyablement faibles pendant 10 à 15 ans, de 1978 à 1992, à l'exception notable d'une année où on a une espèce qui va proliférer, mais c'est un épiphénomène. Là, on a pendant 10 ans, on a un impact très visible de cette marée noire avec des abondances qui ont diminué de 80%. Et puis, eh bien, cet écosystème, il est résilient et il va progressivement récupérer. Et c'est ce que l'on voit, puisque à partir de 92, les abondances vont réaugmenter et de 92 à 2004, eh bien, on va avoir des niveaux d'abondance qui vont être très, très similaires à ce que l'on observait avant la Mococadis. Et puis, depuis 2005, vous voyez qu'on est revenu à des abondances très, très faibles, très similaires à ce que l'on observait post-Mococadis. Et vous savez comme moi qu'il n'y a pas eu de marée noire en 2004-2005, qu'on n'a pas eu d'événements extrêmes, et ça vous illustre la complexité de la réponse des systèmes marins, des écosystèmes par rapport à des variables physiques. C'est-à-dire que les variables physiques peuvent changer de manière continue, et puis à ces changements continus, eh bien les communautés vivantes peuvent répondre de manière brutale avec des effondrements complets de populations ou de communautés. Alors ce qui est surprenant à voir avec les abondances, c'est que quand on regarde maintenant le nombre d'espèces que l'on a échantillonnées à chacune des dates, eh bien la pollution par la Mococadis a finalement assez peu d'impact sur la diversité, sur le nombre d'espèces. La plupart des espèces vont perdurer, vont résister à la Mococadis. L'effet majeur de la Mococadis, c'est juste l'effondrement des abondances de quelques espèces très dominantes. Et puis, sur toute la série, oui, on voit de la variation, mais on n'a pas de signal fort de la pollution. Alors, après, ce que l'on sait faire, c'est analyser les trajectoires des communautés, et c'est ce que vous montre cette analyse, et c'est pas la peine de détailler cette analyse. Ce que je trouve très intéressant sur cette analyse, c'est qu'on peut voir comment évolue la communauté. Donc de 77 à 78, on a l'effet déstructurant de la pollution par les hydrocarbures. Le système est totalement modifié. Puis progressivement, il va récupérer, on va revenir vers quelque chose qui ressemble à 77. Puis, pendant une période d'une dizaine d'années, au milieu des années 90 jusqu'à 2004, on a une période de relative stabilité qui n'est pas très éloignée de 77. Et puis, depuis, eh bien, on a un système qui a une dynamique totalement différente, avec des périodes relativement stables pendant 4 ou 5 ans, et puis ensuite des effets de dérive importants, et on ne retrouve pas du tout ce qu'on observait en 77, ni ce qu'on observait au milieu des années 90. Et je pense que c'est important que vous intégriez la complexité
de la réponse des systèmes biologiques par rapport aux systèmes physiques. Et j'étais en mer mercredi matin avec des étudiants et je vous assure que ça n'a pas changé. On est comme en 2020. L'autre chose que l'on fait, c'est d'observer le plancton. Et observer le plancton, c'est un gros challenge. C'est un gros challenge parce que le plancton, eh bien, c'est des organismes qui vont aller depuis la taille des virus, moins de 0,2 micromètres, jusqu'à des organismes comme les méduses qui vont pouvoir dépasser plusieurs dizaines de centimètres. Et donc, lorsque l'on veut échantillonner le plancton, pour les petits organismes, on va utiliser des bouteilles, comme ceci, et puis pour les plus gros, on va utiliser des filets. Et puis, l'abondance des espèces, elle varie en fonction de la taille. Quand vous prenez des virus, il y en a jusqu'à 100 millions par millilitre. Quand vous prenez du phytoplancton, il peut y en avoir jusqu'à 1 million de cellules par millilitre. Et puis, quand vous allez prendre des organismes plus gros, il ne va plus y en avoir que quelques dizaines, quelques centaines par millilitre. Et donc, on va être obligé d'adapter notre échantillonnage à la taille et aux abondances. Et donc, c'est particulièrement compliqué. Donc, on a beaucoup de soucis avec l'observation du plancton parce qu'il faut couvrir l'ensemble du spectre de taille des organismes, depuis des choses tout petites jusqu'à des choses très grosses. On a des organismes fragiles, très difficiles à échantillonner avec un filet. Là, vous avez un magnifique siphonophore photographié au large de Villefranche. Je vous souhaite bon courage pour l'attraper avec un filet sans l'abîmer. Parce que vous allez ramener, c'est de la charpie si vous utilisez un filet. Et puis, quand on utilise l'œil et le microscope, on arrive à identifier ces organismes, là, des copépodes, des diatomées, donc des organismes qui vont être assez gros. Puis quand on va passer dans le tout petit, les microscopes ne nous permettent pas de faire des identifications. Donc, il nous faut des alternatives à ces approches d'observation traditionnelle. Et il y a deux approches possibles que je vais vous présenter, puis je m'arrêterai là. C'est l'imagerie in situ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dispose de toute une batterie d'outils qui permettent d'acquérir des images des organismes qui sont présents dans la colonne d'eau. Depuis de la cytométrie en flux qui va permettre d'observer le tout petit, jusqu'à des organismes comme celui-ci, là, le Flocam, ou celui-ci, le Zooscan, qui permettent de prendre des images des échantillons. Et je vais vous en montrer plus en détail. Vous avez ici le Flocam, donc qui est un appareil que vous avez sur la gauche de la photo, et qui permet donc de prendre des photos des différents organismes phytoplanctoniques que l'on a dans un échantillon. On va prendre le Zooscan maintenant, donc qui est un espèce de scanner développé par des collègues de Villefranche. Vous en avez une représentation en photo sur votre gauche. Vous étalez l'échantillon sur le scanner comme vous feriez sur une imprimante. Et puis, des photos sont prises et puis vous avez tous les organismes du zooplancton. Et puis derrière cela, vous utilisez un logiciel de reconnaissance automatisée avec un petit peu d'IA. Et puis, vous avez la possibilité de pouvoir identifier les organismes. Alors, malheureusement, aujourd'hui, la reconnaissance automatisée avec l'IA, ça ne permet pas de définir les espèces à des niveaux extrêmement précis. On reste à des niveaux taxonomiques qui sont plus élevés. Mais malgré tout, ces outils d'imagerie ils peuvent être particulièrement intéressants et je ne résiste pas à l'envie de vous montrer un travail d'une thèse réalisée à l'IFREMER de Nantes et j'étais dans le jury de cette thèse et je trouve ce travail assez remarquable. Donc les collègues de l'IFREMER de Nantes ont échantillonné le plancton dans le golfe de Gascogne, c'est ce que vous voyez sur la gauche, pendant plusieurs années, de 2004 à 2019, et puis ils ont acquis des séries de données par technique d'imagerie. Donc ils ont recensé le plancton et là vous voyez ces organismes que l'on appelle des copépodes et à partir des images, on peut mesurer de manière automatisée ces individus. Puis si on connaît leur taille, on peut en déduire leur poids avec une relation assez classique taille-poids. Ensuite, si vous regardez le golfe de Gascogne, que vous intéressez aux poissons, il s'avère que depuis les années 2000, dans le golfe de Gascogne, mais c'est également vrai dans le golfe du Lion, les sardines et les anchois ont eu tendance à être plus petits et à être moins gras. Ce qui pose quand même des problèmes pour les conserver. On vous dit qu'il faut manger des poissons gras pour avoir des oméga 3, mais s'ils sont moins gras, vous allez être embêté. Puis pour les mettre dans les boîtes de conserve, il faut qu'ils aient la taille qui correspond au process industriel. S'ils deviennent tout petits, ça va devenir embêtant. Et donc, la question c'était, est-ce que les changements de communauté du zooplancton peuvent influencer l'évolution des poissons?
Alors la première chose auquel on pense, c'est que les poissons, ils ont moins à manger. Donc il y a moins de poids de zooplancton. C'est le graphe d'en haut. Quand vous regardez la masse de zooplancton, vous voyez bien que ça bouge pas vraiment entre 2006 et 2019, donc c'est pas la bonne solution. Par contre, si vous utilisez les techniques d'imagerie, vous pouvez regarder les abondances et vous pouvez regarder la taille moyenne. Et ce que vous voyez, c'est que la biomasse n'a pas changé, le poids de zooplancton n'a pas changé, mais en revanche, il y a beaucoup plus d'individus et ces individus sont plus petits. Et donc, énergétiquement parlant, ils sont beaucoup moins intéressants pour les poissons. Et donc, ça pourrait être une cause avancée pour expliquer le déclin des tailles d'anchois et de sardines. Ce qui est intéressant, c'est que les collègues du parc naturel marin de la mer d'Iroise ont fait des analyses similaires sur des périodes de temps plus courtes et ils obtiennent des résultats totalement identiques. Alors, un point important également dans l'observation aujourd'hui qui nous intéresse beaucoup, c'est d'aller vers la frugalité. C'est-à-dire d'aller vers des solutions moins coûteuses. Je vous ai montré un Flocam tout à l'heure, un Zooscan. Un Zooscan, ça vaut 25 000 €. Un Flocam, ça vaut 50 000 €. Donc c'est quand même une somme qui est non négligeable. Eh bien, aujourd'hui, là, j'ai des collègues à Roscoff et à Villefranche qui ont développé ce qu'on appelle le planctoscope, donc qui est un microscope frugal qui permet donc de prendre des photos et d'identifier à partir d'images des organismes dont la taille est comprise entre 50 et 200 micromètres. Et ce genre de système, ça coûte que quelques milliers d'euros. Donc, la possibilité de faire des observations de très très bonne qualité à un coût moindre. Et puis, je vous ai dit qu'il y avait deux grandes techniques. Je vous ai parlé d'imagerie. La deuxième technique sur laquelle je veux parler un petit peu et sur laquelle je m'arrêterai ensuite, c'est la génomique environnementale. Donc vous avez peut-être tous entendu parler, c'est l'ADN environnemental, le eDNA en anglais. Et l'idée d'utiliser l'ADN, c'est que les approches traditionnelles, que ce soit pour compter du phytoplancton, du zooplancton, du benthos, c'est extrêmement chronophage. Vous faites un échantillon, vous allez obtenir ceci à la fin dans votre échantillon, puis vous allez passer des heures et des heures avec une pince à trier le sable et puis à trier le verre, le crustacé, vous y passez des heures. Et puis une fois que vous avez passé des heures à trier, vous allez passer des heures derrière une loupe binoculaire à essayer d'identifier chacun des individus au niveau spécifique. Et puis, eh bien, cela, ça nécessite donc une forte expertise qui malheureusement est en déclin dans la communauté scientifique. Et puis, au-delà du déclin, ça nécessite quand même une continuité dans le process. Et on se rend compte qu'il y a un effet opérateur qui est très important. Un ingénieur ou un chercheur part à la retraite, il y a un autre qui prend le relais, puis on s'aperçoit que ce que lui appelait tartempion, c'est devenu tartempionnette. Ça ressemble, mais c'est plus tout à fait pareil. Et donc, ça peut poser des soucis. Donc, on a des méthodes qui sont parfois peu standardisées, et puis on regarde que certains groupes avec ces méthodes traditionnelles. C'est ce que je vous disais pour le plancton. Et donc, l'alternative auquel beaucoup de collègues pensent et dans lequel beaucoup de personnes s'investissent aujourd'hui, c'est d'utiliser des méthodes alternatives qui sont basées sur l'ADN environnemental. Et donc l'ADN environnemental, c'est l'ADN que l'on va retrouver dans une goutte d'eau ou dans du sédiment. Et cet ADN que l'on trouve dans un échantillon environnemental, il peut être sous forme libre, c'est des molécules d'ADN libres, il peut être sous forme de tissu détaché, un poisson qui va avoir perdu une écaille ou un morceau d'individu, et puis ça peut être évidemment des individus entiers, des cellules de phytoplancton, des petits organismes. Et donc ce que l'on va faire quand on utilise ces méthodes, c'est que l'on va prendre un échantillon naturel, on va extraire l'intégralité de l'ADN qui est présent dans cet échantillon, et puis après, on va s'offrir différentes méthodes. Si on s'intéresse à une espèce en particulier, on cherche à identifier le niveau d'abondance d'une espèce, je sais pas, une espèce de phytoplancton toxique qui nous pose des problèmes, on va utiliser une approche par PCR quantitative, on va travailler sur un gène chez une espèce et on va identifier cette espèce. L'autre alternative, c'est de faire ce qu'on appelle du séquençage massif. On va séquencer de manière massive dans notre ADN total un morceau de gène. Et ce morceau de gène, on va l'utiliser comme un code barre. Vous savez, vous allez au supermarché, et puis selon que vous achetez des pâtes comme ceci ou des pâtes comme cela, il y a un code barre qui est différent sur le paquet. Là, on va utiliser un fragment de gène, et en fonction de la séquence de fragments de gène, on saura si on a affaire à l'espèce A, à l'espèce B ou à l'espèce C. Et à partir de là, on a
une approche qui est celle du métabarcoding et qui nous permet d'accéder à la diversité des espèces qui sont présentes. Et puis, on peut même s'intéresser maintenant, au moins chez les micro-organismes, à échantillonner, à s'intéresser non pas à un petit fragment de gène, mais à s'intéresser au génome complet des organismes. Alors, ça sert à quoi cela? Je voulais vous montrer le résultat sur des travaux que l'on a publiés assez récemment à Roscoff, où on a comparé ce que nous donnaient les méthodes traditionnelles, on prélève du phytoplancton et puis on le regarde au microscope et puis on compte, et les approches basées sur la métagénomique. Donc à gauche ici vous avez les méthodes traditionnelles, à droite ici vous avez les approches de métabarcoding. Et puis en haut vous avez les abondances, et puis en bas vous avez la richesse spécifique, le nombre d'espèces. Et puis la taille des carrés ou des rectangles, elle est proportionnelle au nombre d'individus. Eh bien, quand vous regardez les méthodes optiques, donc sur la gauche, vous voyez qu'en termes d'abondance ou en termes de richesse, ce qui domine, ce sont les diatomées. Les diatomées, c'est des cellules phytoplanctoniques comme celle-ci, celle d'en haut, là, ronde, ça fait 25, 30, 40 micromètres, ça s'identifie très très bien au microscope. Au contraire, quand vous allez regarder les données moléculaires à partir de l'ADN environnemental, là, on retrouve évidemment des diatomées, mais elles ne sont plus du tout dominantes. Ce que l'on va trouver, c'est d'autres groupes, des dinophycées, des cryptophyta, enfin peu importe les noms de ces organismes. Et en fait, on va accéder à une biodiversité qui nous est inconnue. On va accéder à l'invisible, des organismes qui sont de cette taille-là, qui vont faire quelques micromètres, et évidemment pour lequel c'est impossible de faire de l'observation au microscope. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis évidemment, toutes ces cellules, elles abritent des parasites. Et quand on fait de l'ADN environnemental, on a aussi accès aux parasites. Donc on a affaire à une information qui est complémentaire. Ce qui fait que, finalement, si je compare approche traditionnelle en haut et approche basée sur l'ADN, eh bien, maintenant, ces méthodes basées sur l'ADN environnemental, elles sont devenues assez peu coûteuses, elles sont robustes, elles sont répétables, on peut les standardiser, on peut les automatiser. On peut identifier un large spectre d'organismes, depuis des bactéries jusqu'à des organismes de grande taille, et elles sont extrêmement sensibles pour détecter des espèces rares ou difficiles à observer. Alors vous allez me dire, ah là là, il a la pierre philosophale. Malheureusement, non, parce que ces méthodes, elles ont également un certain nombre de limites. Elles ne fournissent pas de données d'abondance, de biomasse. On n'a pas les vraies abondances, on ne compte pas des nombres d'individus, on a juste une quantité d'ADN et puis un nombre de séquences d'ADN, c'est deux choses différentes. Et puis, on a des problèmes d'assignation taxonomique, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une séquence que l'on sait toujours à quel organisme rattacher cette séquence, parce que on a des bases de données internationales qui sont insuffisantes et parfois bourrées d'erreurs. Alors, pour conclure, gardez à l'esprit que l'observation d'aujourd'hui, elle est au service de la recherche, mais elle a également une composante opérationnelle qui est forte dans un contexte de pression anthropique croissante. Donc il y a des liens de plus en plus prégnants entre recherche académique et surveillance opérationnelle. L'observation que l'on met en place, elle intéresse la communauté scientifique, mais elle répond également à des enjeux et à des questions sociétales fortes. Ces observations, elles s'orientent de plus en plus vers des réseaux intégrés, nationaux, européens, internationaux, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus, on ne fait pas de l'observation tout seul à Roscoff dans notre coin, on le fait parce qu'on est intégré dans des réseaux plus larges. L'intégration dans ces réseaux plus larges, ça a deux mérites. D'abord, on standardise les méthodes, tout le monde utilise les mêmes méthodes sur tout le littoral français, voire à l'échelle européenne ou internationale, et ça permet des comparaisons. Et puis le fait d'être dans ces infrastructures, ça fait que les données sont obligatoirement mises à disposition de la communauté scientifique. Elles sont open et donc terminées. Le scientifique qui dit « c'est mes données, je les garde dans mon ordinateur, je meurs avec et personne ne les regardera ». Alors, dans cette observation aujourd'hui et l'observation de demain, il y a un rôle clé des développements technologiques. Je vous ai parlé d'ADN environnemental, d'imagerie avec de l'IA, mais j'aurais pu vous parler de tout un tas de développements de capteurs en physique. Et puis, on a un besoin de développement numérique parce que les techniques d'imagerie, les techniques de génomique, la mesure à très haute fréquence, ça génère des volumes de données colossaux auxquels on n'était pas habitué jusque dans un passé récent, et ça constitue un challenge à la fois pour le traitement des données
mais également pour leur bancarisation. Et je vous remercie pour votre attention.